Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes très fiers de vous accueillir pour notre nouveau PCN Live en partenariat avec Honnet. Honnet que vous connaissez évidemment tous et notamment à travers leur solution de paiement fractionné avec le paiement en 3 fois 4 fois. Présent sur 11 pays et leader en France avec 500 partenaires retailers et 7,6 millions de clients. Donc aujourd'hui, on va passer une petite heure ensemble avec notre table ronde animée par Grégoire Toussaint du cabinet Edgarden. Table ronde qui portera sur le thème des marketplaces d'aujourd'hui et de demain. Évidemment, je tenais à remercier tous les intervenants d'aujourd'hui, Myriam Bourgeot de Mano Mano, Rami Salem de Ney, Mathieu Vermeau de Dalenis, Antoine Desroches de Miracle et Jérôme Dahan de Webhelp. Un merci tout particulier à notre partenaire Honnet, à Dalenis pour leur collaboration et Grégoire Toussaint pour l'animation. Avant de laisser la place à Grégoire, quelques petits mots sur nous pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc PCN, cabinet de recrutement et headhunting spécialisé dans les secteurs du paiement et des fintech en Europe, États-Unis et Asie. Au-delà du recrutement, on s'inscrit forcément dans cet écosystème à travers nos événements, comme aujourd'hui notre e-magazine PCM, et nous lançons dans les prochaines semaines une nouvelle chaîne de podcast en français. Donc vous devriez voir passer le prochain épisode très prochainement. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Merci à tous et bonne écoute. Grégoire, c'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Grégoire Toussaint, je suis directeur au sein du cabinet de conseil en stratégie Edgarden Company et j'ai le plaisir d'être le modérateur du webinaire sur les places de marché aujourd'hui. Juste pour vous dire pour qui je travaille, Edgarden Company est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans les paiements. Nous travaillons chaque année dans 35-45 pays et nous travaillons pour l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un webinaire qui va se consacrer aux places de marché, un secteur en pleine expansion, et je vais avoir le plaisir d'avoir des intervenants très intéressants. Je vous propose peut-être que chacun se présente en 2-3 phrases pour présenter ses fonctions et son rôle par rapport aux places de marché. Myriam, en premier, Myriam Bourgeot, qui est Head of Payment and Fraud Prevention au sein de Mano Mano. Oui, j'ai rejoint Mano Mano cette année en tant que Head of Payment and Fraud. Mano Mano, c'est exclusivement une marketplace fondée déjà en 2013 par Philippe de Chanville et Christian Raison. Nous sommes dédiés à la maison, au bricolage et au jardin. Nous sommes aujourd'hui leaders en ligne sur cette verticale, présents dans 6 pays, la France, la Belgique, l'Allemagne, le UK, l'Espagne, l'Italie. Et initialement B2C, on est aussi depuis 1 an une marketplace B2B en France pour les professionnels du bâtiment et les artisans. Donc des problématiques de paiement très riches. Merci Myriam. Rami Salem est Partnership Manager au sein d'Honnet. Oui, bonjour à tous. Moi, je travaille chez Honnet. En effet, aujourd'hui, Honnet, c'est une banque différente, issue du commerce et qui accompagne le commerce. Donc, nous nous appuyons sur un positionnement original aujourd'hui pour concevoir des solutions de paiement, des services financiers et des services non financiers. Nous travaillons donc en effet avec de nombreuses marketplaces sur le marché, Mano Mano ici présent et plein d'autres leaders sur leur verticale. Donc, nous avons le plaisir de servir plus de 500 commerçants e-commerçants, de nombreuses marketplaces comme je le disais, dans les différents univers de consommation, que ce soit le travel, le fashion, l'habitat, pièces auto. Et je suis ravi de participer à cet webinaire. Merci Rami. Mathieu Vermeau est Global Sales et Marketing Director au sein de Dalenis. Oui, bonjour à tous. Merci Grégoire. Effectivement, je suis le directeur marketing commercial de Dalenis. Président de l'entreprise depuis sa fondation il y a quelques années, maintenant en 2012. On a rejoint le paiement de Natixis et vraiment notre objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner tout ce mouvement autour de ce qu'on appelle globalement le commerce unifié, dont pour nous la marketplace fait partie. On accompagne majoritairement les grands marchands, 20% du top 100 en France. Donc, voilà notre positionnement et notre mission. Merci Mathieu. Jérôme Dahan est directeur de Webhelp Payment B2B.
Bonjour Grégoire. Donc, j'ai rejoint les équipes Web et Payment Services il y a 4 ans, initialement en tant que directeur juridique, avec une grosse composante réglementaire sur les systèmes de paiement B2B, B2C à l'international. Et aujourd'hui, je dirige donc la practice paiement B2B qui intègre d'une part la gestion de flux financiers, la gestion de factures dans les flux e-commerce B2B, et également la gestion de flux financiers, de factures, de recouvrement dans les modèles de marketplace B2B. Et on adresse également une partie méconnue pour certains PSP qui est la partie banking services où on fournit notamment des services de paiement B2B pour certaines entités régulées du type des sociétés de gestion ou des banques et cela sur l'ensemble du territoire européen. Merci. Et Antoine Desroches qui est Head of Solution Consulting EMEA au sein de Miracle. Merci Grégoire, bonjour à tous. Donc oui, je suis responsable de la bonne implémentation de la solution Miracle chez nos clients. Miracle, c'est donc un éditeur de logiciels en mode SaaS pour l'administration de plateformes ou de marketplace. 8 ans d'existence, un gros focus au départ sur des marketplaces B2C et aujourd'hui une croissance très forte aussi dans le B2B partout dans le monde. Donc on soutient aujourd'hui des acteurs tant du commerce ou de l'industrie pour la mise en place de places de marché. Merci. Alors commençons maintenant le webinaire. Nous avons un panel riche de personnes. Je vous propose de structurer le webinaire en 4 parties. La première partie, un petit peu sur les tendances avant le Covid et après l'impact du Covid sur les places de marché. On passera ensuite aux particularités des marketplaces avant de se consacrer aux meilleures pratiques des places de marché, que ce soit en partie B2C et B2B, avant de conclure sur les futures tendances. Alors, commençons un petit peu sur les tendances principales des places de marché avant la crise sanitaire du Covid. Mathieu, au sein de Dalenis, est-ce que tu as vu certaines tendances principales? Est-ce qu'il y a des segments de marché, des verticales qui utilisaient les places de marché de manière plus importante? Oui, alors en fait, ce qu'on peut dire, c'est que avant Covid, la marketplace avait déjà trouvé toute sa place dans le paysage, puisque si on prend le volume total du transactionnel online entre 2017 et 2019, la part de marché de la marketplace dans ce total du transactionnel online est passée de 31 à 40%. Donc, on voit bien qu'il y a un développement rapide du e-commerce, mais qu'à l'intérieur de ce développement rapide du e-commerce, il y a un développement encore plus rapide de la marketplace. Premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que au-delà des très grandes marketplaces qu'on connaît tous, ce qui a été majeur selon moi dans les dernières années, c'est l'éclosion de marketplaces sur des marchés, sur des verticaux de marchés. Et on peut citer à ce titre-là évidemment ManoMano, mais également par exemple Vinted, Back Market. Donc on voit à côté de très grandes marketplaces dites généralistes, le développement quand même très rapide de ces marketplaces sur des verticaux d'activité, c'est notoire. C'est notoire et c'est très important. Merci Mathieu. Et Rami, au sein de Ney, est-ce que vous avez vu des impacts spécifiques pendant le confinement liés au Covid-19? Oui, alors je pense que globalement, les marketplaces ont suivi un petit peu la tendance du e-commerce, en tout cas du point de vue Onet. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu des performances remarquables sur certaines verticales, notamment autour de l'habitat et du high-tech. Donc là, il y a eu des vraies très belles performances sur ce genre de verticales. Bien entendu, à contrario, sur la partie plutôt fashion, travel, bon, ben là forcément avec les fermetures de certains sites web, donc c'était beaucoup plus compliqué. Nous, côté Onet, on a vu des croissances à 2 chiffres sur notre activité sur certaines verticales. Donc voilà, donc on est fiers d'avoir accompagné nos partenaires sur ces marchés-là. Je vais pas rentrer dans le détail des marques, mais globalement, je vais parler plutôt d'univers. Voilà ce que je peux dire sur le volet Onet là-dessus. Merci Rami. C'est vrai que
le Covid a eu un impact très important sur l'ensemble de l'économie et d'une certaine manière, ça a été un catalyste pour l'augmentation de tous les comportements digitaux. Et d'une certaine manière, on peut avoir, on a assisté à une accélération de la transformation digitale. Antoine, au sein de Miracle, est-ce que tu as aussi assisté à une accélération de la digitalisation, du développement de certains projets marketplace pendant cette période de confinement? Oui, tout à fait. Je rejoins les analyses d'Annelise et de Oni sur ce sujet, c'est-à-dire on a eu un moment d'adaptation au départ avec le Covid. Il y a eu des chaînes logistiques qui se sont arrêtées. On a eu quelques petites semaines quand même compliquées pour les opérateurs. Et puis très rapidement, les opérateurs de places de marché se sont organisés. On a des points de vente qui ont été transformés en réseau de distribution, en point de distribution. Et au final, les mois d'avril et de mai ont en fait été des mois de performance exceptionnelle pour les opérateurs de places de marché chez donc nos clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir je crois la force en fait du business model de la place de marché et de la capacité à adapter très rapidement l'offre à la demande. Donc là, c'est intéressant. Je voudrais mentionner un cas spécifique sur lequel on a travaillé donc pendant justement cette période. On a été contacté par le secrétariat d'État chargé au numérique pour contribuer en fait à l'effort national de lutte contre la propagation et la diffusion du Covid-19. Et donc, on a mis en place, en fait, très rapidement, en 48 heures, une place de marché, stopcovid19.fr, qui, à partir de rien, en quelques semaines, a fait plusieurs dizaines de millions d'euros de volume de transactions en se concentrant sur les équipements, justement, de protection et d'hygiène individuelle. D'accord? Donc, des masques, des gants, du gel, et petit à petit, en utilisant la force en fait du modèle place de marché, où la chaîne logistique effectivement est gérée par les vendeurs tiers et on peut adapter très rapidement l'offre à la demande. On a pu en fait montrer à quel point ce modèle était flexible et profiter du courant en fait de digitalisation qui existe aujourd'hui. Et donc là-dessus, on a fait rapidement en termes de plateforme, et puis on a eu besoin de sécuriser les flux de paiement. On a commencé avec une plateforme vraiment très simple, et là on a commencé à travailler avec Webhelp pour sécuriser et mettre en place le paiement sécurisé. Donc c'est une belle réussite d'un projet de marketplace dans une période compliquée. Jérôme, tu veux compléter aussi ce que disait Antoine? Ce qui a été très intéressant dans ce projet, c'est d'une part la rapidité que vient de citer Antoine. On le sait tous, avoir une marketplace qui est montée en quelques semaines et qui réalise plus de 25 millions d'euros sur un mois plein, à peine 3 semaines après son démarrage, c'est assez rare. La période de crise là-dessus a créé un trafic important sur la marketplace. Le paiement dans cette histoire, cette période de crise crée de l'anxiété. Et même si on avait des acheteurs qui avaient un besoin d'acheter des produits anti-Covid, gel hydroalcoolique, masques, et des vendeurs qui avaient besoin de les vendre également, on avait quand même une certaine angoisse autour du paiement pour une raison simple, c'est qu'il y avait des cas de fraude dans l'économie en général sur des personnes qui vendaient des masques ou vendaient du gel hydroalcoolique qui soit n'étaient pas aux normes, soit n'étaient pas livrés tout simplement. Dans cet environnement-là, le paiement et la sécurisation du paiement a permis quoi? A permis à l'acheteur de faire un règlement tout en sachant que cet argent n'allait être débloqué qu'au moment de la livraison, ce qui le rassurait de son côté. Côté vendeur, ça permettait au vendeur de lancer une livraison tout en sachant qu'il allait être réglé, parce que les PME françaises qui fournissaient ce matériel-là se retrouvaient aussi avec ce risque de paiement et avec des volumes de vente quand même assez hallucinants. Donc voilà, le paiement a surtout permis à ces deux parties de, on va dire, fluidifier l'offre et la demande et d'éviter de subir un risque, soit acheteur, soit vendeur.
Euh, Merci. Je pense que c'est un bon exemple, au final, Jérôme, de la flexibilité du modèle de place de marché. Donc, passons maintenant, justement, c'est une bonne transition à notre deuxième partie, les particularités des paiements au sein des marketplaces. Myriam, d'un point de vue marchand, pourquoi un marchand met-il en place une marketplace? Et d'une certaine manière, quels sont les principaux services dont ont besoin les commerçants pour opérer une place de marché? Mathieu l'a bien dit, la marketplace, elle est au cœur de la croissance du e-commerce dans toutes ses déclinaisons. B2C, on est plus habitué, B2B de plus en plus, on en a parlé avec Webhelp, C2C en soutenant le développement de l'économie circulaire. Alors, pourquoi c'est incontournable? Quand on prend l'exemple de ManoMano, on propose plus de 4 millions de références qui sont offertes par à peu près 3000 vendeurs. Donc, c'est un réseau qui est fermé, qualitatif, animé. Ça, c'est une offre très large et elle a plein d'avantages. Elle permet de mutualiser les opportunités en termes de visibilité, de référencement et autres, d'utilisation d'une plateforme e-commerce mise à disposition de tous ces marchands, de garantir la qualité par notre expertise e-commerce forte, l'exploitation de la data. Et aussi, on l'a évoqué, de diversifier les risques. Et pendant ce moment qui était difficile, qui était le confinement, les acheteurs et les vendeurs ont sans doute aussi pu mieux se rencontrer grâce à ce modèle marketplace. Quand tu parles de services, je crois comprendre que tu parles des services dont ont besoin les marketplaces pour opérer, n'est-ce pas? C'est bien ça, oui, tout à fait. Donc clairement, le paiement en fait pleinement partie. Alors je ne vais pas briser le suspense puisqu'on en parle de manière détaillée après. Le paiement est un service, il recouvre même de multiples services. Je vais parler ici de cette intelligence cœur, de ce que je considère être l'intelligence cœur de la marketplace, qui est, en plus des bons services avec les bonnes solutions, d'avoir cette intelligence de chef d'orchestre, de savoir orchestrer ces différents services entre eux et aussi de savoir les faire interagir avec ce qui est l'activité de retail pure de la marketplace. Et pour moi, cette orchestration, c'est un service à part entière dont il est important de parler quand on parle de paiement et de marketplace. Merci. Donc, du coup, Myriam, tu as bien expliqué les services dont ont besoin un marchand pour la place de marché. Tu as évoqué le paiement. Je vous propose de décomposer un peu la chaîne de valeur des paiements au sein d'une place de marché. Commençons avec Miracle, Antoine. Est-ce qu'il est pertinent d'avoir une plateforme pour une marketplace? Oui, c'est pertinent et c'est même crucial. Je crois que le terme consacré par Myriam de chef d'orchestre est excellent et met bien en valeur l'importance d'avoir une plateforme centrale pour administrer et gérer les différentes composantes de cette chaîne de valeur. On est d'abord dans un environnement réglementé. Donc, les places de marché sont soumises à la DSP2 et on doit donc l'ensemble des flux financiers qui passent par la plateforme doivent être cantonnés sur un compte bancaire, un compte séquestre, géré par un partenaire qui a les bons agréments et qui peut ensuite et qui doit donc effectivement faire le dispatch des fonds vers le vendeur, mais aussi gérer la partie KYC. Donc la plateforme est le point d'entrée, pour gérer la marketplace pour l'opérateur, pour les consommateurs pour passer commande et aussi pour les vendeurs pour s'onboarder, suivre les commandes et suivre les transactions. Donc la plateforme va faire ce rôle central de nœud entre les différentes parties prenantes. Et on prend par exemple la partie KYC que tu mentionnais. Le vendeur se doit de soumettre un certain nombre de documents. C'est parfois des documents qui évoluent dans le temps, des documents qui vont être contrôlés. Parfois, il y a un besoin de va-et-vient entre le vendeur, la plateforme et le PSP en l'occurrence qui s'occupe et qui est réglementairement responsable du KYC. Et donc, la plateforme va faire ce genre le rôle de chef d'orchestre. Il est important de choisir une plateforme qui est capable de moduler, d'être modulaire et de pouvoir justement gérer ces différents cas, B2C ou B2B, on rentrera dans le détail ensuite, et qui est capable de travailler en bonne intelligence avec les différents PSP. Donc là, c'est la notion, on parle souvent de connecteurs, la notion d'avoir des connecteurs et
des liens déjà prêts à l'emploi pour permettre que sur cette chaîne de valeur, le KYC, la gestion du pay-in, du pay-out, on ait une expérience en fait automatisée et qu'on sorte et scalable. Et c'est ce qui fera la différence avec des process manuels sur lesquels on va avoir des problèmes de réconciliation ou autres et au final avoir du mal à scaler et à faire du volume qui est quand même la clé du succès pour une place de marché. Merci Antoine. C'est vrai que le choix de la plateforme est crucial parce que c'est un petit peu la base, la fondation de la place de marché. Une fois qu'on a cette fondation, il faut qu'il y ait des vendeurs qui puissent s'intégrer à cette place de marché. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un bon KYC et de l'onboarding. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Jérôme, au sein de WebHelp et de votre approche? Bien sûr. Alors, d'une part, le KYC ne se distingue pas en tant que tel de l'onboarding. C'est une part de l'onboarding général, c'est la part la plus réglementée. Donc, le KYC, pour faire simple, c'est l'identification, notamment du vendeur, qu'il soit une personne physique pour les marketplaces C2C, ou qu'il soit une personne morale pour les marketplaces B2C ou pour les marketplaces B2B. Donc, le KYC, c'est une étape un peu complexe. Pourquoi? Parce que on demande à quelqu'un qui souhaite vendre sur une marketplace, on lui demande des éléments d'identification. C'est quelque chose qui est particulier parce que on rentre dans un processus digital et donc une réglementation bancaire s'applique. Il y a tout un aspect pédagogique qui rentre dans cette relation avec le vendeur qu'on a envie quand même d'onboarder. Donc lui demander des pièces, c'est quelque chose qui est systématiquement un peu contre-intuitif. Donc comment on améliore comme ça cette expérience de KYC et donc plus généralement cette expérience d'onboarding. Alors par différents éléments, on pourrait en citer des milliers, mais je vais en citer quelques-uns. Le premier, pour onboarder une personne morale, donc un vendeur en B2C ou en B2B, il y a des pièces qui peuvent poser problème, notamment la récupération de ce qu'on appelle les bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire les actionnaires de l'entité. C'est un élément de friction très particulier qu'on vit tous en tant que PSP ou en tant que marketplace, coopérateur de marketplace. Et là, chez WebHelp en tout cas, mais chez d'autres PSP également, il y a des manières d'aller récupérer les datas et les informations nécessaires sur des bases tiers pour réduire le nombre de pièces qui sont demandées aux marchands. Donc ça, c'est une première étape, on va dire, essayer de réduire le nombre de pièces. Également, intégrer les processus de signature électronique dans les processus d'onboarding permet de réduire également le nombre de pièces qui sont demandées aux vendeurs. Donc, il y a un aspect très… essayer de construire la liste de documents la plus réduite possible pour que le vendeur s'onboard facilement. Ça, c'est l'aspect vraiment, on va dire, cadrage initial. Deuxième élément, c'est le processus de traitement en tant que tel. Le vendeur veut une validation de son espace de vente rapidement et donc il veut une validation de son KYC rapidement. Donc là, il y a tout un aspect technique, comment vous allez lire des documents rapidement via des OCR. Donc, c'est une première étape. Il y a une deuxième étape qui est une partie processus, c'est comment le flux de documents passe de la marketplace jusqu'au PSP sans qu'il y ait trop d'attente pour le vendeur. Et troisième élément, il y a un aspect très process, formation des équipes. C'est-à-dire que chaque PSP qui travaille sur le KYC a des équipes dédiées. On appelle ça des KYC teams, des KYC men, des KYC… enfin, on donne des noms assez différents à ces équipes qui vont être formées pour très rapidement valider un dossier KYC ou le refuser. Alors, c'est essentiel à cette étape parce que, donc c'est de l'UX, mais deux, c'est aussi de la fraude. C'est-à-dire que faire rentrer un vendeur potentiellement fraudeur ou qui tente de frauder sur son identité sur une marketplace, c'est potentiellement ouvrir un nombre de litiges importants côté acheteur, puisque très souvent, quelqu'un qui fraude au moment de son identification sur une marketplace ne va pas livrer ou va livrer de façon non exemplaire sur la marketplace. Donc ça, c'est la partie, on va dire, c'est la partie initiale de l'onboarding qui est le KYC. La deuxième partie, l'onboarding s'ouvre généralement à tous les processus qui vont jusqu'à la première vente, on va dire, du vendeur. Donc là, il faut également l'accompagner après avoir validé son compte pour uploader ses produits sur la marketplace, structurer ses fiches produits.
parce que certains vendeurs ne sont pas digitalisés en dehors de la marketplace, c'est-à-dire que c'est parfois leur première expérience de digitalisation, donc il faut les accompagner. Donc là, c'est essentiel d'accompagner sur la partie utilisation du middle office de la marketplace, donc de son espace de vente, l'intégration de ses prix, jusqu'à vérifier que la livraison se soit bien passée, et jusqu'à également après vérifier que ces processus qualité et ces processus de réponse aux acheteurs sont suffisants. Donc l'onboarding, enfin le KYC est une part de l'onboarding, c'est la part réglementaire, mais ce n'est pas le tout de l'onboarding. Il faut aussi continuer l'expérience après avoir validé le marché. Ouais. Merci Jérôme. Et comme tu le dis, c'est vraiment l'expérience du vendeur qui est importante. Une fois que le vendeur est onboardé, il y a la partie paiement sur la place de marché. Et Rami, est-ce que tu peux nous dire au sein de NEC quelle approche vous avez notamment avec le paiement plusieurs fois? Oui, en fait, nous, donc aujourd'hui, on propose du paiement fractionné garanti. Et en fait, la notion de garantie, pour pouvoir l'honorer, on a besoin des data clients. Ça, c'est classique dans le e-commerce au sens large. Par contre, par rapport à la marketplace, on a besoin aussi des informations vendeurs. Parce que du coup, on a fait évoluer nos API pour pouvoir intégrer cette notion de vendeur dans le flux qui va transiter entre les marketplaces et nous, pour pouvoir aussi analyser et affiner cette notion de vendeur. Et c'est là où, quand Jérôme parlait tout à l'heure de fraude, c'est là où aussi on va être vigilant sur ce volet-là. Clairement, nous, on va se positionner plutôt sur le pay-in. Nous, on va pouvoir, on va pas se préoccuper du payout qui est le paiement pour le vendeur. Nous, on va être sur la première partie de la chaîne plutôt. Après, il y a deux grosses familles de modèles de partenariat qu'on a aujourd'hui avec les marchands et donc les PSP. Si je prends l'exemple de Mano Mano aujourd'hui, où on travaille avec eux, avec typiquement Limonetic, qui va aussi nous aider à bien orchestrer tous ces flux-là. Donc, en fait, sur le moyen de paiement ONE précisément, on a toujours une tripartie plutôt de relations. Donc, le marchand, le PSP, ONE. Si je prends l'exemple avec Dalenis, par exemple, là, on est sur un modèle plutôt full service, où c'est Dalenis qui va prendre en charge toute la partie gestion du flux. Donc, du coup, entre eux, par exemple, Ubaldi ou SF, où on est, encore une fois, en trio. Donc, il y a ONE, le PSP et son marchand. Donc, voilà, en fait, on a bâti des connexions donc, avec les PSP majeurs du marché français. Donc, aujourd'hui, il y a Dalenis, Limonetic, Adyen, avec qui on propose donc, ce type de service-là pour les e-commerçants-là. Donc, c'est important cette notion de tripartie et comment chacun va jouer un rôle primordial en partant du marchand pour compléter cette chaîne de valeur-là. Voilà ce que je peux vous dire sur ONE. Merci Rami. Du coup, c'est une bonne transition avec les paiements en termes de pay-in, pay-out, compte de contentement, réconciliation financière, l'intégration avec les différents acteurs. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire au sein de Dalenis quel service vous proposez, comment vous packagez un petit peu les paiements pour la partie place de marché? Ouais. Alors, ce que nous, on essaie déjà de faire, c'est de fluidifier finalement le lancement de la marketplace pour les marchands. C'est un vrai enjeu et à ce titre-là, nous, on dispose de l'ensemble des agréments réglementaires pour opérer la marketplace, parce que du coup, il y a des statuts qu'on entend souvent, c'est les statuts d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique. Donc, grâce à ces statuts-là, on sécurise la marketplace pour l'opérateur. Et ça, c'est un point très important. Il a été dit un peu plus tôt que voilà, aujourd'hui, la marketplace était régulée via ce qu'on appelle la directive des services de paiement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas encaisser des fonds pour des tiers sans un cadre réglementaire en place. Et en fait, c'est ça qu'on offre en premier lieu à nos marchands. Et ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, on est interconnecté avec l'ensemble des acteurs présents ce jour. C'est-à-dire qu'on a des connecteurs avec Miracle, on a un connecteur avec ONE dans les moyens de paiement, puisqu'au niveau des moyens de paiement, si on veut respecter le cadre réglementaire, on doit collecter les fonds qui sont encaissés pour les marchands de tiers et ensuite opérer leur reversement. Sur le KYC, on voit bien que quand on a des grosses volumétries de KYC, nous, on est capable de faire du KYC puisqu'on a un opérateur réglementé et qu'on a tout légitimité et pouvoir pour le faire. Mais on travaille également avec des partenaires
Webhelp.net. Donc voilà, nous vraiment notre position, c'est d'être capable de discuter avec un marchand et de l'accompagner sur toute la chaîne de valeur pour lui permettre finalement d'opérer sa marketplace d'un point de vue sécurisé au niveau paiement. Merci Mathieu. Donc on a passé en revue un peu toute l'ensemble de la chaîne de valeur d'un point de vue place de marché. L'utilisateur de ces solutions, c'est quand même un marchand. Donc Myriam, au sein de ManoMano, est-ce que tu peux me dire comment les marchands comme ManoMano abordent le paiement pour les marketplaces en termes d'organisation interne, dashboard ou d'outils internes ou externes que vous pouvez utiliser? Alors, le paiement de marketplace, il ne s'arrête pas au moment du paiement de l'acheteur. Il y a une jambe à part entière, un pied à part entière qui est toute l'activité vis-à-vis du vendeur, puisque comme on l'a rappelé très bien, on encaisse pour le compte d'un tiers. Alors, le paiement est un sujet technique, mais je trouve que la partie organisationnelle est vraiment importante et je voudrais en parler un peu là. Et donc, chez ManoMano, et je pense que c'est un vrai levier d'efficacité, on a fait le choix de bien reconnaître ces deux piliers. On a une équipe paiement et prévention de la fraude transverse et deux feature teams. Une feature team paiement au sens davantage des paiements acheteurs et une feature team finance qui rejoint donc les payouts vendeurs, la réconciliation, les sujets de facturation et autres sujets finance de manière plus large. C'est pas du tout anecdotique. Donc beaucoup de plateformes investissent naturellement plus sur la partie acheteur dans la première phase de développement. Le paiement d'une marketplace, c'est bien ce bout en bout de l'acheteur jusqu'au vendeur. Chez ManoMano, la manière dont on reconnaît ces deux piliers et dont ils interagissent bien ensemble et ils sont coordonnés et dont on y met aussi beaucoup d'expertise, c'est un vrai levier. Merci Myriam. Et je pense que c'est important justement, tu insistes sur l'organisation interne, parce qu'on peut avoir des outils, des prestataires, mais après comment est-ce qu'on l'utilise aussi, et puis après on interagit avec les personnes qui viennent acheter sur le marketplace et aussi les vendeurs, et ça c'est un aspect important. On a parlé de l'orchestration et l'organisation est importante aussi. Oui. Exactement, c'est le chef d'orchestre en fait de l'ensemble des outils qu'on peut utiliser, soit en interne ou en externe. Passons maintenant aux meilleures pratiques dans le secteur des marketplaces et je vous propose de regarder dans un premier temps la partie B2C, mais aussi de s'intéresser à la partie B2B. Si on considère les places de marché B2C, il y a des meilleures pratiques, des retours d'expérience qui peuvent être pertinents à prendre en compte. ManoMano, au sein de ManoMano, Myriam, est-ce que tu veux partager également un petit peu des conseils, des meilleures pratiques que tu souhaiterais partager avec certains de tes collègues? Alors, volontiers. Chez ManoMano, on est dans une réflexion permanente sur la pérennité du modèle, la responsabilité de challenger, de réinventer, de questionner en permanence. Alors ça convient très bien quand on est sur le domaine du paiement. Pourquoi? Alors, les flux du marketplace, et on a tous parlé, ils sont par nature complexes. On orchestre des acteurs très souvent multiples sur les paiements acheteurs, peut-être multiples sur les paiements vendeurs, le sujet de réconciliation, de facturation, de KYC, d'onboarding et autres. Donc, c'est des flux par nature complexes. C'est très facile et très rapide de mettre en place une solution et un écosystème qui sera très difficile à faire bouger dans le futur. Et à l'inverse, c'est vraiment une course de fond de se demander en permanence, au fur et à mesure de ces projets, qu'ils soient structurels et de fond ou même plus ponctuels, mais garder vraiment comme ligne directrice quelle est ma solution cible, quelle est ma vision du paiement, pour garder une vision qui soit alors robuste, mais aussi agile, quelque chose d'APIfié avec une structure de données saine, et garder ce cap sur une marketplace, garder ce cap d'une structure agile et robuste, c'est vraiment clé pour gérer ces projets existants, mais aussi plus facilement demain. Et ça, c'est vraiment, je pense, le key findings de mes années d'expérience dans ce domaine. D'accord. Merci Myriam. Rami, au sein de Net, tu veux aussi partager certaines best practices? Oui, en fait, globalement, sur les moyens de paiement, ça semble simple, le multi-panier et les multi-captures. Quand on fait un paiement carte, c'est assez simple, c'est assez standard. Sur les autres moyens de paiement, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et donc, aujourd'hui, nous, on propose ce genre de fonctionnalité-là. Et c'est vrai que sur les marketplaces, il faut avoir ça en tête, cette notion de multi-panier, multi-capture, parce qu'en fait, on est sur des ventes complexes et il faut pouvoir les adresser.
Et c'est vrai que l'aspect multipanier a une complexité inhérente. Mathieu, au sein d'Alenis, tu souhaites aussi partager certaines best practices? Ouais, c'était pour couper le propos de Rami. C'est vrai que quand on travaille à l'échelle européenne au niveau de l'encaissement marketplace, il faut vraiment que, en termes de sécurisation des flux et de collecte des flux, avoir la capacité, en fait, comme on l'a fait d'ailleurs avec Onet, hein, mais on est obligé aujourd'hui de faire avec plusieurs moyens de paiement qui sont pertinents à l'échelle européenne. Parce qu'en France, on est très carte, mais il y a certains pays en Europe qui n'utilisent que très peu la carte, et donc avec lesquels on doit opérer le collecting des flux, et les flux doivent directement nous être versés. Donc voilà, c'est des petites complexités, donc qui sont des complexités plus d'un point de vue paiement, mais qui, dans la fluidité de la mise sur le marché de la marketplace, ont toute leur importance. Et nous, voilà, on a vraiment porté un effort assez considérable sur ces éléments-là, qui font que voilà, on est capable d'accompagner, d'avoir un bon niveau d'accompagnement des marchands avec lesquels on travaille. D'accord. Merci Mathieu. Un autre aspect aussi peut-être en termes de meilleures pratiques qui concerne le recouvrement. Jérôme, au sein de WebHelp, est-ce que vous avez proposé des services spécifiques sur cet aspect? Complètement. Alors, sur deux aspects, si on va sous l'angle B2C et pour reprendre notamment la partie paiement en 3 fois, tous ces nouveaux moyens de paiement qui sont des vrais moteurs pour le développement d'une marketplace B2C, et on le voit dès qu'on intègre le paiement en plusieurs fois, on a une vraie traction et du coup, on génère à un moment ou à un autre du flux un risque vis-à-vis de l'utilisateur final, puisque ce dernier pourrait ne pas à la fin régler sa facture, puisque la facture a été payée par Onet, et ensuite on peut nous mettre en place, et on le fait, on met en place des processus de recouvrement en B2C pour des très grosses marketplaces qui ont mis en place ces processus de 3-4 fois sans frais, et on le met en place également pour certains organismes de crédit qui proposent ce 3-4 fois sans frais. Donc en B2C, la question du recouvrement se pose déjà. En B2B, alors là, elle est, on va dire, native à la question d'une marketplace B2B. Pourquoi? Parce que dans une marketplace B2B, on est quasi obligé de proposer des termes de paiement. Et parce que les professionnels ont l'habitude de payer avec une échéance sur une facture. À partir du moment où il y a un paiement à échéance, il y a un risque acheteur, un risque de non-paiement côté acheteur. Et donc, WebHelp, par exemple, propose de relancer l'acheteur préalablement à l'échéance de sa facture pour être certain qu'il la règle, d'une part, et le relancer postérieurement à la date d'échéance de sa facture pour être certain qu'il ne laisse pas un arriéré de paiement trop important. Et c'est essentiel pour défendre le vendeur dans cette opération qui, par définition, a moins de contact direct avec l'acheteur. Donc, il a besoin d'être rassuré sur le fait que la marketplace assume, on va dire, une partie des prestations pour son compte et notamment le recouvrement. D'accord. Merci Jérôme. Si on va, avant de rentrer plus en détail dans la partie B2B, si on reste un petit peu dans le secteur, dans la partie meilleure pratique côté B2C, côté client, Rami, tu voulais aussi indiquer, tu voulais participer également? Oui, en fait, ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est que deux points d'un point de vue client. En effet, aujourd'hui, donc 6 Européens sur 10 plébiscitent le paiement fractionné. Donc ça, c'est important de bien l'avoir en tête. Aujourd'hui, dans les best practices, tout à l'heure on parlait, donc aujourd'hui, quand 6 Européens sur 10 le réclament, donc c'est typiquement un produit à avoir dans son tunnel de paiement. Donc ça devient une dette pour les consommateurs. Et après, un deuxième point extrêmement important, c'est un consommateur sur 4 aujourd'hui. Son choix du site est déterminant par rapport au paiement fractionné qu'il propose. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en tant que retailer ou e-commerçant, on se doit de proposer ce genre de service. Et là, je parle plutôt à l'échelle européenne qu'à l'échelle française. D'accord. Merci Ami. Et c'est en effet important en fonction du vertical, de la place de marché, du montant moyen, d'avoir une panoplie de moyens de paiement qui sont pertinents pour l'acheteur. Alors passons maintenant à la partie B2B. Le B2B est un secteur avec des différences assez notables, que ce soit dans les comportements d'achat, dans l'onboarding, dans les aspects réglementaires ou les besoins aussi des différentes entreprises.
Mathieu, au sein d'Alenis, est-ce que tu peux me partager un petit peu les aspects spécifiques au B2B? On parle du procurement, du flux d'achat B2B ou de la dématérialisation de la fonction achat. Comment vous abordez au sein d'Alenis les marketplaces B2B? Ouais. Alors effectivement, les marketplaces B2B nécessitent un certain nombre d'adaptations dans les moyens de paiement, dans la façon de travailler avec ces acteurs-là. Je dirais que pour nous aujourd'hui, on a déjà une couverture qui est très large, hein, puisqu'on adresse les marketplaces B2C, les marketplaces C2C. Maintenant, on dresse une trajectoire sur la partie B2B avec les adaptations sur les éléments que vous citez. Et je pense qu'il y a aussi un élément à côté du B2B, si on regarde plus la dynamique actuellement autour des marketplaces. Donc, il y a vraiment ce segment B2B qui est en plein développement. Mais je dirais qu'il y a aussi un énorme gisement sur ce que j'appelle, moi, la marketplace physique, dans le monde physique. Je pense qu'il y a un vrai développement autour également de ce sujet-là. Et c'est aussi des sujets sur lesquels actuellement on se renforce, on travaille, parce qu'il y a aussi pas mal finalement de R&D de ce côté-là, parce que c'est un côté vraiment innovant. Voilà, donc nous aujourd'hui, c'est vraiment ces deux sujets-là qu'on travaille de manière assez précise et forte. Mais effectivement, sur le B2B, voilà, on est dans une trajectoire, dans une montée en puissance à ce niveau-là. D'accord. Merci Mathieu. Il y a aussi toute la notion de service dans les marketplaces B2B. Jérôme, au sein de WebHelp, est-ce que tu veux échanger, partager ton point de vue? Bien sûr. Alors, pour reprendre un point, l'élément initial de différence entre une marketplace B2C et une marketplace B2B, c'est comme on le disait, la partie moyen de paiement et également la partie de terme de paiement. La partie moyen de paiement, très simplement, si on fait schématiquement, dans une marketplace B2C, on a énormément de paiements avec des moyens de paiement dits synchrones du type carte ou du type Onet. De l'autre côté marketplace B2B, on a beaucoup plus de moyens de paiement de type asynchrone, c'est-à-dire des virements, également des chèques pour certaines, également des moyens de paiement, c'est-à-dire que l'opération de paiement ne se fait pas au moment où la commande est réalisée. Il y a un décalage. Très simplement, sur une marketplace B2B, vous allez offrir un terme de paiement à 30 jours. Et donc, le jour où vous avez réalisé votre commande, vous ne réalisez pas le paiement, vous le réalisez 30 jours plus tard. C'est de cet élément-là que vient un besoin de différents services. Le premier, c'est un besoin de gestion du risque. On a besoin d'identifier l'acheteur, de scorer l'acheteur pour déterminer s'il ne va pas générer un risque d'impayé. C'est d'autant plus important que le montant moyen des opérations B2B est plus important que dans le cadre d'une opération B2C. Donc, il faut éviter d'avoir une ardoise trop importante qui soit générée par l'acheteur sur une marketplace B2B. Donc, on a de moyens de paiement, termes de paiement, gestion de risque. On a associé à tout ça la réconciliation. Donc, la réconciliation, quand vous êtes en B2C classique, notamment sur une opération carte, c'est des opérations qui sont très automatisées. Vous associez une commande au montant d'un paiement par carte, vous associez les deux. Et alors, c'est pas si simple que ça, mais et à la fin, vous arrivez à créditer le compte du bon vendeur. Quand vous êtes sur une opération sur une marketplace B2B, vous allez recevoir par exemple un virement pour une commande de 1000, vous allez recevoir peut-être un virement de 950. Pourquoi? Parce que les professionnels se permettent parfois certaines libéralités du fait d'un mécontentement sur la marchandise ou d'une problématique diverse ou ne serait-ce que de la génération d'un avoir par le vendeur auprès de l'acheteur. Donc, il faut être capable de réconcilier en partie automatiquement et en partie manuellement les flux pour être certain de pouvoir les renvoyer au bon vendeur. Et comme je le disais tout à l'heure, également le recouvrement qui est essentiel. Pourquoi? Parce que la marketplace, notamment en B2B, notamment parce qu'il n'y a pas encore une maturité, il n'y a pas autant de maturité sur une marketplace B2B que sur une marketplace B2C. Et donc, il y a besoin, côté acheteur et côté vendeur, d'être vraiment le tiers de confiance de l'opération et le recouvrement, parmi d'autres opérations, parmi la protection des fonds également, est un élément qui permet de positionner l'opérateur de la marketplace et le PSP comme vraiment le tiers de confiance. Et c'est là qu'on a un vrai déclic côté acheteur et côté vendeur en B2B quand la marketplace assume d'être le tiers de confiance. Merci Jérôme, mais c'est vrai que cette partie de tiers de confiance dans l'environnement B2B où les places de marché sont en pleine évolution, mais le marché n'est pas encore mature, est un élément important. Myriam, au sein de ManoMano, est-ce que tu souscris à ce que partage Jérôme et selon toi, quels sont les moyens de paiement pertinents à prendre en compte?
Oui, complètement. Et ce que tu viens de dire aussi, c'est que sur le marché, pour les marketplaces B2C, alors bon, dès qu'on dit le mot marketplace, les choses sont quand même tout de suite plus compliquées et le catalogue se réduit, mais on a une offre de paiement qui est riche, bien identifiée. Et sur le B2B, c'est moins riche, c'est plus fragmenté, moins développé en ligne. Donc chez Mano Mano, on partage aussi totalement ce constat, c'est que sur cette clientèle de professionnels qui, pour nous, donc, sont des professionnels du bâtiment et des artisans, donc des petites et moyennes entreprises, le sujet de la gestion de la liquidité, la gestion du cash, c'est vraiment un élément clé et différenciant. Alors après, quand l'équipe a fait le tour du marché pour savoir comment adresser, et on rejoint le côté fragmenté ou des fois peu ou pas adapté au marketplace, sont ressorties surtout des solutions qui reposaient sur du factoring. En tant que marketplace, ce n'est pas une évidence. Et on a fait le choix chez Mano Mano de développer une solution bout en bout, parce qu'on voulait une solution qui soit qui ne s'appuie à la fois pas sur du factoring et qui permettait une expérience en ligne de bout en bout, de la souscription jusqu'à l'achat. Et on est d'ailleurs en train de la déployer en ce moment même en production, très progressivement pour en assurer la qualité. Et donc, c'est une solution qu'on a construite de bout en bout avec 2 partenaires à orchestrer, Okodo et Pledge. Et une petite dédicace donc aux équipes, puisque c'était un projet complexe qui partait d'une page blanche, notre senior project manager paiement, la feature team paiement et l'équipe B2B. Et ça répondait vraiment à un besoin où Mano Mano, en tant que marketplace B2B, avait vraiment un besoin à remplir qui n'était pas adressé facilement par le marché. Donc, on a cette croissance très visible des marketplaces B2B, mais on n'a pas encore une offre de paiement et des partenaires aussi riches et ayant une offre aussi lisible que sur la partie B2C. On est très preneurs et on accompagne aussi pour développer tout ça. Merci Myriam et félicitations pour la mise en place de la partie B2B. Antoine, au sein de Miracle, est-ce que tu pourrais partager ton retour d'expérience, un peu les best practices que tu peux voir sur les marketplaces B2B? Oui, bien sûr. C'est vrai que je rejoins ce que dit Myriam sur le fait qu'en B2B, on est sur du sur-mesure aujourd'hui. Et puis, en fait, B2B, le B2B ou les places de marché B2B vont recouvrir des réalités très différentes en fonction de la verticale adressée. Je pense par exemple, nous on va découper, je dirais schématiquement, 3 grandes typologies de places de marché B2B. On va avoir ce qu'on appelle les marketplaces distributeurs. On peut voir avec la marketplace par exemple de Metro ou de Conrad, sur lequel le client final est généralement des TPE. Une deuxième verticale, ça va être les marketplaces mises en place par des industriels. Je pense par exemple à Tetra Pak. Donc, on va avoir des besoins là encore différents avec des clients grands comptes qui vont se poser d'autres questions, notamment par exemple liées à la facturation vendeur et l'enregistrement de la facturation vendeur dans leur système comptable, qui peut être des vrais pains, des vraies difficultés sur lesquelles donc on travaille chez Miracle au quotidien avec nos différents partenaires pour s'assurer que ce sujet soit le plus facile possible. Et une troisième verticale que l'on adresse, c'est la gestion ce qu'on appelle procurement, donc la digitalisation de la fonction achat, par exemple, sur lequel là, le client peut être un client interne ou des filiales de l'opérateur de la place de marché, sur lequel on a encore d'autres problématiques qui vont se poser en termes de pricing, en termes de gestion des marges arrière, en termes de problématiques liées à la fonction achat. Indépendamment du paiement, parce que je crois que sur le paiement, on a couvert une grande partie des sujets, notamment sur la partie pay-in et recouvrement. Il y a sur la partie expérience client, on a des sujets qui vont être, je dirais, connexes au paiement, qui vont être nécessaires pour faire tourner une place de marché B2B. Je pense par exemple à la recherche de produits qui va être différente. On peut rechercher un produit via son EAN en B2B. On veut vouloir faire des recherches en masse, par exemple, en batch.
plutôt que de faire du sur-mesure ou des recherches un par un en B2C. Je pense à la fonctionnalité devis, la nécessité de faire des devis, qu'il y ait des allers-retours entre le vendeur et l'acheteur avant d'arriver à la conclusion d'un contrat. Et donc, bien sûr, aussi le paiement à échéance ou la gestion de l'IPROC. Donc, pour toutes ces raisons, les projets B2B nécessitent de faire du sur-mesure, de comprendre le besoin client, de pas forcément non plus caler un process existant, parce qu'on a beaucoup d'opérateurs qui vont vouloir caler le process existant et la relation existante avec leurs clients. Mais l'objectif aussi d'un process digital, c'est de simplifier parfois ou de fluidifier. Et donc, au final, on se retrouve quand même dans des projets de transformation digitale très complexes au sens large. Donc, quand tu me poses la question des best practices, je dirais en fait, si je sors un peu de la notion de plateforme, et je dirais en termes de changement, la best practice chez les opérateurs, ça va être d'engager l'ensemble des fonctions. La fonction finance, la fonction achat, la fonction marketing, donc bien sûr les fonctions techniques, et d'embarquer toutes les fonctions sur un process de digitalisation et de transformation de leur processus existant pour que le projet vive à l'intérieur de la structure, à l'intérieur de l'entreprise, comme étant, voilà, c'est un nouveau canal de vente, un nouveau canal de diffusion, et ça doit pas être un pet project ou un projet à part géré par une équipe dans son coin. Voilà, donc je dirais c'est ça pour moi les enseignements. D'accord. Et merci Antoine, et ça c'est un très bon point. On peut pas les faire les choses à moitié et avoir un peu le support en interne, avoir une volonté de véritablement avoir une offre dédiée place de marché B2B et pertinente. Donc on commence sur un peu les conclusions et les futures tendances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au travers du chat. On essaiera d'y répondre ensuite à la fin du webinaire. Donc, parlons maintenant des futures tendances dans le secteur des marketplaces. Myriam, dans un environnement post-Covid, quelles sont les futures perspectives selon toi pour les places de marché? De manière générale, on a vu une accélération de la digitalisation qui est très, très forte et qui devrait encore plus concerner les marketplaces. Dans notre verticale en particulier, maison, bricolage, jardin, qui était relativement peu digitalisée, ça a été encore plus visible. Alors ça, c'est maintenant mon leitmotiv, c'est que c'est le bon moment pour les marketplaces qui ont des schémas très complexes à opérer pour réfléchir à leurs investissements de fonds. Et il y a une démarche sur la qualité qui est particulièrement opportune, je trouve, en ce moment et qu'on mène pleinement pour le coup chez nous. Après, on a parlé des marketplaces B2B. Est-ce qu'on verra aussi une telle accélération de la digitalisation sur les marketplaces B2B ? Je pense aussi, et que ça va dans le sens de l'histoire, d'une manière générale sur les deux, que ce soit aussi acheteurs et vendeurs, peut-être plus d'attentes en termes non pas seulement de services de paiement, mais de services financiers de manière plus large, dont je pense qu'elle devrait être plus importante. D'accord, donc une approche de fond des services financiers sont des aspects importants à prendre en compte. Antoine, au sein de Miracle, quelles sont les futures perspectives selon toi? Alors, je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est effectivement une accélération chez les acteurs traditionnels, tant B2C que B2B, de la mise en place de plateformes, parce que le modèle de plateforme commence à effectivement maintenant être relativement compris. On va aller vers des places de marché de plus en plus spécifiques de niche qui vont adresser des verticales bien définies et qui vont donc arriver avec des assortiments probablement très profonds, très précis, dédiés à une clientèle bien spécifique. Et ça va se traduire aussi par des moyens de paiement, des facilités de paiement et des services associés qui vont être dédiés donc à la clientèle. Donc voilà, donc c'est vraiment une multiplication des places de marché, mais sur des niches avec des workflows craftés sur mesure et pour prendre soin de son secteur et de sa clientèle. D'accord.
Merci Antoine. D'une certaine manière, on a parlé des marketplaces B2C, B2B, mais il y a aussi les plateformes B2J, donc des business vers le gouvernement ou alors du gouvernement vers les entreprises. Quel type de marketplace vont se développer de manière la plus forte dans les prochaines années? Mathieu, au sein d'Alenis, est-ce que tu peux me dire un petit peu sur quel segment vous vous concentrez? Ouais. Alors, je pense que effectivement, il y a déjà tout l'historique, ce qu'on a un petit peu derrière nous, et comme le disait Myriam, avec un phénomène d'industrialisation qui s'est passé au cours des dernières années, qui est ce qu'on appelle les marketplaces B2C. Voilà. On a aussi quand même l'éclosion, voilà, de tout ce qui est marketplace C2C, avec d'autres problématiques. On en a assez peu parlé, mais aujourd'hui, quand je suis particulier et que je suis vendeur, acheteur au sein d'une marketplace, il faut tenir ce qu'on appelle des comptes de monnaie électronique. Et ça, c'est aussi une très grosse organisation et c'est encore en développement, en phase d'industrialisation, mais en développement. Donc, dans les nouveaux sujets, on en a parlé assez longuement. Donc, toute la partie marketplace B2B qui effectivement monte en puissance avec des nouveaux besoins. Et je reviens sur la partie liée à la marketplace en magasin, l'encaissement pour compte de tiers en magasin, parce que ça, c'est aussi ça donne aussi une capacité au magasin d'augmenter finalement sa surface de produits vendus auprès des contacts qui passent en magasin. Et un des gros challenges que certains retailers vont avoir à affronter dans les mois et les années à venir, c'est bien cette fréquentation du magasin et finalement le rôle qu'on va accorder au magasin. Donc, il y a pas mal d'études, d'analyses qui sont faites à ce sujet-là. Mais nous, on croit quand même globalement au fait qu'aujourd'hui, le commerce va être de plus en plus unifié et que finalement, on va parler à un commerçant, on va lui parler de manière globale. Je suis un e-commerçant ou je suis un commerçant en magasin. Si le commerçant a la surface d'être les deux à la fois, ce qu'il faut bien qu'il ait en tête, c'est que son commerce, il devient parfaitement unifié parce que le client pense de cette manière-là. Le client ne voit pas un commerçant offline et un commerçant online, il voit avant tout un commerçant. Et pour toutes ces raisons-là, le positionnement qu'on a adopté, de dire à un moment donné une plateforme unique, un contrat unique, une approche unique, enfin en tout cas unifiée, permet finalement d'adresser vraiment, je pense, dans les mois à venir, un service qui sera au rendez-vous et qui sera surtout agile dans sa mise en œuvre. Parce qu'un des écueils, si on peut parler d'écueils ou de difficultés dans l'implémentation de la marketplace, c'est souvent cette fluidité qu'il faut avoir. Et finalement, un nouvel opérateur qui va se lancer dans la marketplace, il va voir la complexité quand même du modèle. Donc nous, notre objectif, notre ambition, c'est de réduire ces complexités pour l'amener le plus vite possible sur une mise en marché et de manière sécurisée. D'accord. Merci Mathieu. Jérôme, au sein de WebHelp, quels sont selon toi les secteurs sur lesquels vous allez vous concentrer de manière plus importante dans les mois et les années qui viennent? Alors, côté WebHelp, on est déjà extrêmement concentré sur la marketplace B2B en tant que telle, qui est assez protéiforme. On a de projets de vente de pièces détachées dans n'importe quel secteur à des projets plus de digitalisation interne comme les projets de procurement. Là, je vois vraiment croître les projets de marketplace B2B dans tous les secteurs. Ça, voilà. Mais ce qui est marquant post-Covid, on a vu par exemple des initiatives du type des salons professionnels qui se retrouvaient du coup en complète incapacité d'accueillir du coup les professionnels qu'ils accueillaient habituellement physiquement, qui du coup se lancent dans la digitalisation de leur salon. Et là, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, le lien physique digital est super important parce que la marketplace n'est pas le remplacement d'un processus d'un processus traditionnel. Il peut être aussi une voie d'accélération. Donc, on voit en tout cas, on voit une accélération sur tous les segments des marketplaces B2B. Et un élément qu'on voit particulièrement apparaître, notamment au travers de la plateforme Stop Covid-19 qu'on a monté avec Miracle, c'est la prise en charge des acheteurs publics dans une marketplace. C'est-à-dire que aujourd'hui, les processus d'achat public ont un très fort besoin de digitalisation, notamment sur leurs achats non stratégiques. C'est des très petits achats qui passent
parfois en dessous des seuils de marché public et qui sont parfois, hein, pas toujours, mais mal processés. La Direction générale des finances publiques analysait ça. 15% du coût d'une commande pour des achats non stratégiques sont liés juste au coût de traitement de la commande. La marketplace est un très bon outil de réduction des coûts d'achat, ne serait-ce que par la simplicité de sourcing, en intégrant beaucoup de vendeurs, par la digitalisation des processus et de commande et de paiement et de facturation, notamment côté WebHelp, et on a travaillé là-dessus avec Miracle pour pouvoir réintégrer des factures dans les systèmes de règlement public, ce qu'on appelle Chorus en France, mais il y a d'autres systèmes dans les autres pays. Donc on voit poindre un gros marché de marketplace public, également pour la gestion des crises. La crise sanitaire était intéressante. On a des entités publiques qui ne trouvaient plus de fournisseurs sur une partie de leur fourniture parce que, par exemple, pour les masques, vous aviez un fournisseur habituel et vous aviez passé un marché public et ce fournisseur était en rupture de stock. C'est très intéressant de monter des infrastructures de gestion de crise, notamment pour les biens essentiels d'État, qui permettraient de pouvoir se retourner vers d'autres fournisseurs en cas de problématique. Donc, on voit vraiment les marketplaces B2B sur tous les segments, notamment le MRO, donc la vente de pièces détachées dans tous les secteurs, et les marketplaces B2G ou J2B, tout dépend comment on se place, qui permet d'ouvrir le secteur public à des vendeurs, notamment des PME, et qui permet aux acheteurs publics d'améliorer leur processus d'achat. Merci, ça c'est très intéressant. On voit des belles perspectives d'ouverture, notamment pour le place de marché, qui vont permettre de fluidifier et de simplifier certains processus d'achat. Si on se tourne maintenant vers le futur, Antoine, au sein de Miracle, est-ce que tu vois des verticales, des segments de marché dans les marketplaces qui vont se développer à court, moyen ou long terme? C'est les trois. J'ai identifié précédemment trois verticales B2B sur lesquelles on voit une très forte accélération aujourd'hui. Je pense notamment dans le domaine industriel, à l'aftermarket ou à la gestion de tout ce qui est maintenance et réparation, sur lequel on a énormément de projets qui arrivent et il y a un besoin très important d'industriels qui connaissent très bien le marché, qui ont déjà une base clientèle installée et sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Et ça rejoint, je veux rebondir, utiliser cette question pour rebondir sur le sujet aussi des barrières aujourd'hui et des difficultés pour mettre en place une place de marché. On a… Ça tombe bien, Antoine, ça fait partie justement d'une des questions qu'on a reçues, donc vas-y, tu peux aborder ce point. Merci. Et donc, typiquement, aujourd'hui, on parle beaucoup avec nos clients de la nécessité de mettre en place ce qu'on appelle un écosystème minimum viable, minimum viable écosystème, qui est un terme qui a été défini par le BCG et qui dit simplement montre et met en valeur la difficulté, d'une certaine façon, à être capable, d'un côté, de créer l'assortiment et les vendeurs nécessaires pour attirer la masse critique côté vendeur. Et je crois que c'est ça, pour répondre à la question sur les barrières et les freins et la difficulté, notamment en B2B, c'est de se dire, je crée un nouveau canal de distribution, je connais effectivement mes clients, je connais aussi l'offre dont ils ont besoin, donc ça va marcher tout seul. Donc il y a besoin pour démarrer le feu, d'allumer cette étincelle, d'un effort important avec des budgets sensibles pour mener à bien des projets. Donc on peut pas, le projet de place de marché doit être tiré par la direction, c'est un projet stratégique, il doit avoir le bon sponsorship au niveau des opérateurs, avec le bon niveau d'investissement pour s'assurer que ce soit un succès. D'accord. Merci. Jérôme, tu voulais aussi conclure un petit peu sur cette partie des prospectives, très court pour qu'on puisse prendre quelques questions du chat, s'il te plaît. Ah non, voilà, du coup, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Antoine pour reprendre la question. Et dans ce que disait Antoine, il y a un élément essentiel, c'est même, on a vu des projets marketplace avec un gros sponsorship,
avec des budgets de mise en place et pas de budget aussi important dans la partie opération. Et comme vient de le dire Antoine, après avoir monté tout le projet technique complexe, etc., l'étape essentielle, c'est, on va dire, la création de cet écosystème. Et comme le disait Antoine, c'est un peu l'œuf ou la poule. On attaque d'abord les vendeurs pour aller chercher des acheteurs, mais en même temps, parfois, il faut des acheteurs pour aller chercher des vendeurs. Et là, il faut des équipes. Et tout n'est pas automatique dans une marketplace. Et un exemple très bête, c'est la marketplace qu'on a mis en place Stop Covid-19. Très rapidement, il y a un mix d'équipes WebHelp Miracle qui a été mis en place pour écouter les acheteurs et les vendeurs. Et sans ces personnes, on n'aurait pas pu rassurer, on n'aurait pas pu modifier, on n'aurait pas pu fonctionner, tout simplement. Donc, essentiel, c'est le sponsorship de setup et le sponsorship ensuite de run, d'opération. Sans celui-ci, une marketplace ne peut pas fonctionner. Oui, tout à fait. Ben, merci. Ça, c'est un aspect important. Il y a le build, mais aussi il y a le run, la partie ongoing qui fait que si on n'a pas les équipes pour, notamment dans la partie B2B, on ne peut pas passer et avoir du volume. Alors, prenons une ou deux minutes du chat parce qu'on a déjà une discussion très intéressante. La première question qui nous vient consiste à pourquoi certains commerçants hésitent à lancer des projets de marketplace. Rami, est-ce que tu voudrais être le premier à répondre? Oui, je pense qu'on vient déjà de répondre à une partie avec Antoine et Jérôme. C'est vrai, par quel bout, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui se posent la question, par quel bout je vais prendre ce projet-là? Est-ce que je le prends par le côté pure tech? Je le prends côté réglementaire, côté business? Et en fait, c'est pas l'un ou l'autre, mais je pense que c'est un pot commun dans lequel on doit analyser ce vue d'ensemble-là. Parce qu'en effet, c'est un sujet business, un sujet tech, mais aussi un sujet réglementaire. Et ça peut avoir des freins, cette volet réglementaire-là, pour certains retailers qui veulent se lancer là-dessus. C'est pour ça que je pense que moi, ce qui est important aussi, c'est de s'appuyer sur les bons acteurs. Et oui, il ne faut pas hésiter à déléguer. Il ne faut pas tout refaire en interne. La délégation de certaines briques est essentielle, je pense, dans ce genre d'initiative. Et ça va donner toute légitimité et toute crédibilité à cette marketplace-là. Voilà ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Donc, dernière question, est-ce qu'on va pas malheureusement pouvoir prendre toutes les questions du chat? Une fois qu'une marketplace est implémentée, quels sont les aspects clés liés au paiement qui sont à prendre en compte et quels sont les KPIs, les indicateurs clés de performance à suivre? Myriam, au sein de ManoMano, est-ce que tu veux partager également? Alors oui, donc comme on l'a dit, le paiement pour une marketplace, c'est tant pour les acheteurs que les vendeurs. Donc l'expérience client des acheteurs, les attentes des acheteurs, les bons moyens de paiement, les bons services, mais de la même manière aussi pour les vendeurs, le ou les bons moyens de paiement, y compris aussi la gestion des devises. Des services associés, facturation ou pas, et autres. Et en termes de KPI sur la partie acheteur, les choses sont un peu plus connues, la conversion, l'acceptation. Ne pas aussi hésiter sur les contacts clients, desquels on apprend beaucoup sur la solution, sur la qualité des services fournis à nos clients. Les impayés, bien entendu, la prévention de la fraude, on a très peu parlé, mais ça fait aussi partie des services clés. Sur les vendeurs, je pense, au-delà de la complétude, mais il y a un vrai sujet plus sur la gestion des risques, notamment liés au remboursement. Comment est-ce que j'évalue un remboursement? Comment j'évalue le risque à générer à un moment des balances négatives, par exemple? Comment les traiter? Donc tout ça, en revenant toujours au même sujet, d'une vision bout en bout de la chaîne, qui rentre sur une vision qualitative en point d'entrée pour les acheteurs, jusqu'à une vision qualitative et maîtrisée, pilotée aussi sur l'activité vendeur. D'accord. Merci Myriam. On a une dernière question qui est intéressante, donc on va quand même la prendre. Après la mise en place d'une marketplace, quel chiffre d'affaires additionnel un commerçant peut-il atteindre? Antoine, je me tourne peut-être vers toi si tu as des éléments de réponse. Oui, c'est pas une question évidente parce que elle dépend beaucoup d'un acteur à un autre et des moyens et du sponsorship qui est mis sur le sujet place de marché.
Je crois qu'en B2C, on peut, nous, la métrique qui nous semble intéressante, c'est de comparer le volume de transactions par rapport à l'e-commerce. Hein. Généralement, nos clients ont déjà un canal de distribution e-commerçant. Donc, on peut déjà regarder, par exemple, si on prend un Amazon qui petit à petit a construit sa place de marché, qui considère aujourd'hui que plus de 50%, je crois qu'on est quasiment à 60% du volume de transactions passe par la partie place de marché. Donc, sans aller jusque-là, et bon, on est sur des cas de succès et de moyens extrêmes, mais pour un opérateur qui a déjà un e-com bien établi, penser faire jusqu'à 30% de volume via la place de marché, je pense que c'est un bon benchmark et c'est une bonne vision, un bon objectif dans le B2C. Dans le B2B, c'est plus compliqué parce que on peut se retrouver avec des acteurs qui ont un canal digital qui est moins important. Donc là, c'est je dirais vraiment une corrélation très forte entre les moyens qui vont être mis en termes d'onboarding vendeurs avec toujours la maxime d'avoir un maximum de vendeurs, un maximum d'offres, un maximum de compétition pour ensuite attirer les vendeurs et réussir à faire donc du volume. Et là, bon, bah, c'est très lié à la niche et puis au type d'acteurs qu'on a, mais on a pu voir pour, par exemple, Stop Covid, qu'on a pu faire en quelques semaines d'activité plusieurs dizaines de millions d'euros de volume par mois et en partant de rien. Donc, sky's the limit. Bon, donc, conclusion de la fin, de bonnes perspectives de croissance, aussi bien en B2C ou en B2B. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie Myriam, Rami, Mathieu, Jérôme et Antoine d'avoir participé, et bien sûr à Amélie de Card and Payment Network. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir.